Dimanche 14 janvier 2017, bonjour et bienvenue. Avec nous Bruno Sonko, docteur en sciences politiques. Vous étiez chercheur au Codesyria. Aujourd'hui, vous êtes chargé de programme justice sociale à la Fondation Rosa Luxembourg. Moubarak Lo, ingénieur statisticien, diplômé de l'Institut des études politiques de Paris et président de l'Institut de l'émergence. Vous êtes aussi économiste. Tout d'abord, cette actualité très forte qui a soulevé l'indignation du monde, c'est la sortie du président américain Donald Trump qui a qualifié certains pays africains de pays 2. Vous avez compris ce qu'il voulait dire. Le Sénégal a sorti un communiqué pour dénoncer vivement ces mots inqualifiables. Au-delà de cette sortie, Bruno Sonko, est-ce que ce que dit Donald Trump entre dans une stratégie de communication? Merci M. Diop. Monsieur Lo, bonjour. Je pense que nous ne devons pas être surpris par de tels propos. Est-ce que c'est une stratégie de communication? Est-ce que ce sont des propos incontrôlés? Il est difficile de le dire. Donc je pense que ce qui est important, c'est de les condamner de manière ferme, comme la plupart des gouvernements l'ont fait, et de ne pas trop... je pense s'attarder sur cela, puisqu'il est coutumier du fait. Moubarak, par rapport à cette sortie de Donald Trump? Je pense que ce serait donner trop d'intelligence à Trump pour estimer que quand il réagit, ce sont des stratégies qui sont derrière. À mon avis, c'est quelqu'un de basique. Ce qu'on dit en Wolof, vous savez, en Wolof, on dit nit, akunité. C'est-à-dire, Trump, c'est un homme. Physiquement, mais il n'a pas les qualités d'un homme. Donc c'est quelqu'un qui présente réellement des problèmes psychiques, ce qui fait que dans son comportement ça apparaît, et je pense qu'il faut le considérer comme ça, quelqu'un qui n'est pas normal et qu'il faut sans doute soigner et ne pas considérer autre chose. Maintenant, les États-Unis, ce sont les États-Unis. La déclaration d'un président américain fut-il fou, c'est quelque chose d'important qu'il faut analyser, et c'est ça qui a expliqué la réaction forte de l'Union africaine et des chefs d'État africains. Mais si c'était au niveau individuel, moi personnellement, ce que j'ai choisi de faire depuis que Trump est venu, c'est de l'ignorer. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui psychiquement n'est pas en ordre, je pense qu'il vaut mieux l'ignorer et ne pas écouter ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Est-ce que justement le fait que Donald Trump soit le président des États-Unis, la première puissance mondiale, on sait dans tous les grands programmes du monde, les États-Unis financent et font tout, est-ce que ces propos peuvent être tenus comme étant justement des propos d'un fou ou des propos légers? Comme je disais tantôt, je pense qu'il n'est pas aisé de les qualifier parce que je pense que pour Donald Trump, l'Afrique ne compte pas vraiment sur l'échiquier international. Donc... je crois aussi que ça dépend du contexte. Je pense que c'était lors d'une réunion avec des parlementaires. Et peut-être que, vous savez, peut-être que ces propos ont été déformés ou pas. Je ne sais pas trop. Il est coutumier du fait, comme je le disais tantôt. Mais je pense que fondamentalement, les pays africains, la plupart des pays asiatiques, en tout cas, sont pauvres et ne comptent pas vraiment au niveau de l'échiquier international. Donc, comme disait tantôt M. Lo, je dirais aussi à titre personnel, je ne voudrais pas trop m'étaler sur ce personnage parce que nous le connaissons tous. Et est-ce qu'il y a des conséquences au niveau diplomatique? Je ne pense pas, parce que l'Afrique n'a pas les moyens aujourd'hui véritablement de remettre en cause la domination des États-Unis. Peut-être d'autres pays, mais pas l'Afrique en tout cas pour le moment. Est-ce que justement ce n'est pas une bonne occasion pour les Africains aujourd'hui de se prendre en main, de refuser d'être à la remorque des Américains ou des autres? Bon, moi je pense qu'il ne faut pas confondre Trump et les États-Unis. Trump, c'est une parenthèse dans la grande histoire des États-Unis. Les États-Unis restent un grand pays et il y aura de bons présidents après Trump comme il y a eu de bons présidents avant Trump. Barack Obama a été un excellent président. On a eu par le passé aussi de grands présidents américains. Il faut juste espérer que le peuple américain va regretter son choix et que très vite... déjà aux prochaines élections sénatoriales, qu'on lui donne une véritable raclée et qu'à la prochaine élection présidentielle, qu'on le renvoie à la maison. Je pense que c'est une honte pour les États-Unis. Il coûte très cher aux États-Unis. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait parler des conséquences pour les États-Unis de M. Trump. Il y a un économiste qui s'appelle Keynes, qui était conseiller d'un premier ministre britannique,
quand il s'est fâché, quand il a quitté le pouvoir, il a fait un article pour dire les conséquences économiques de monsieur le Premier ministre. Ici, je dirais les conséquences politiques, diplomatiques de monsieur Trump pour les États-Unis. C'est quelqu'un qui coûte cher aux États-Unis et je suis persuadé que la quasi-totalité de l'administration américaine, je ne parle pas des politiciens qui l'entourent, mais l'administration dans son socle, parce que moi je connais les États-Unis, le secteur privé américain ne sont pas d'accord avec ni les propos de Trump, ni ses comportements. C'est quelqu'un qui pèse pour eux, qu'il faudra gérer. Maintenant, il faut espérer que progressivement, les Américains vont l'arrêter, parce que c'est quelqu'un qu'il faut arrêter, soit en le mettant en garde ou en le destituant, comme certains y ont pensé au moment ou continuent d'y penser. Et certains, d'ailleurs, de grands économistes, pensent que avant la fin de son mandat, il pourrait destituer. Donc, il faut considérer Trump, qui est un cas bizarre, parce que l'Amérique, en tout cas qu'on connaît, n'a jamais eu un président aussi fou. Et les États-Unis qui demeurent les États-Unis. Et je pense que en tant qu'États-Unis, les relations que nous avons avec le Sénégal, ce sont des relations normales. Au niveau militaire, au niveau économique, au niveau diplomatique, c'est des relations cordiales, empreintes de respect. Et donc, j'aimerais vraiment faire ce distinguo entre les deux. Oui, mais est-ce que la sortie du président Macky Sall par rapport au propos de Trump peut avoir des conséquences diplomatiques pour le Sénégal, des représailles? Je ne pense pas véritablement, parce que, comme l'a si bien souligné M. Lo, je ne pense pas qu'il y ait peut-être une conséquence genre sanction sur le Sénégal, parce que je ne pense pas que les États-Unis ne voient pas le Sénégal comme un seul pays, mais ils pensent, je crois qu'ils voient l'Afrique de manière globale. Donc la sortie du président Sall, même si nous avons une certaine aura diplomatique ici, au niveau de l'Afrique, je ne pense pas qu'elle puisse porter à sanction ou quelque chose de cette manière. Et sur ce monsieur, d'ailleurs, c'est d'autant plus improbable que d'abord, si on prend M. Trump lui-même, il avait fait la même menace quand le Sénégal a voté contre la position américaine concernant Jérusalem. Et lorsque l'Égypte a présenté au Conseil de sécurité une résolution, le Sénégal a voté en faveur de cette résolution. Et vous avez vu les menaces de Trump, ces menaces sont restées lettres mortes. Vous savez, en théorie des jeux, il faut, et en négociation de manière générale, il faut bien connaître des individus de la trempe de M. Trump. C'est des manipulateurs et des bluffeurs. Donc, il ne faut pas les prendre au mot. C'est des gens excessifs qui parfois sortent des phrases et ensuite ils se disent « Ah, j'ai dit trop », ensuite ils essaient de corriger. Donc, il faut le prendre pour un enfant qui fait des insanités sans le savoir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'il ne faut. Le deuxième élément, les États-Unis, ce n'est pas une dictature. Un président ne peut pas se lever et dire que je vais faire des sanctions à l'encontre de notre État. Il y a ce qu'on appelle le check and balance, qui fait que une décision de cette nature doit passer par le Congrès. Et le Congrès, bien évidemment, les élus prennent leurs responsabilités avant de décider quoi que ce soit. Ce n'est pas une phrase prononcée de cette nature, ayant reçu d'ailleurs une verte opposition des chefs d'État africains, qui va valoir au Congrès de décider de sanctionner. Les États africains, c'est le Congrès qui sanctionne. Le président ne fait que proposer et il n'osera pas présenter une telle proposition au Congrès parce qu'il va être, disons, ridicule devant le Congrès, qui ne va même pas accepter d'examiner ou en tout cas qui va rejeter de manière très forte cette proposition. Au Sénégal, on a vécu une semaine très forte en images. C'est la mort du khalife général des Mourides, Sidi Mokhtar Mbacké. On a vu que le khalife général de Tidjane est parti à Touba sur le même fauteuil, le partager avec le nouveau khalife général des Mourides, avec des mots très forts. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce rapprochement entre les confréries au Sénégal? Bon, je dirais que ça donne une très bonne image, une image très forte, parce que je pense que peut-être que je dirais d'abord un mot sur le défunt calife. Si mes souvenirs sont exacts, en 2012, lorsqu'il y avait des inondations, il avait fait un geste extrêmement fort, je pense en donnant 1 milliard de population démunie.
Je sais qu'au Sénégal, beaucoup de gens sont beaucoup plus riches que lui, mais personne n'a pensé à faire un tel geste. Donc je pense que cela montre un peu la personnalité de l'homme. Pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, je pense que il y a c'est une image très forte d'entente. Et les gens peut-être parfois ici essaient de différencier les confréries ici et là. Mais je pense qu'au niveau du sommet, du moins de la tête des confréries, les gens s'entendent très très bien. Et il faut éviter de diaboliser les uns et les autres. En tout cas, c'est une image symboliquement qui est très forte et qui est très importante. Je pense même qu'au niveau de la communauté chrétienne dont je fais partie, les gens aussi sont très solidaires de ce genre de pratique. Et c'est quelque chose à renouveler. Parce que nous sommes dans une société où le pardon est important, la tolérance est importante. Donc voilà. Mais quel enseignement peut-on tirer de ce rapprochement entre les deux confréries au Sénégal, vu quelque part il y a certaines personnalités ou bien certaines personnes qui essaient de faire la différence entre Mouride et Tidjane. Alors le Khalif, quand il est venu, le défunt Khalif, il a toujours dit, moi, je ne veux plus entendre parler de Tidjane et de Mouride, je veux entendre parler de musulmans. Vous savez, tout cela n'est pas nouveau. Il y a les enseignements prophétiques. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui, quand il était là, il n'y avait pas de Mouride ni de Tidjane, il y avait des musulmans. Il y avait des croyants de manière générale. Et donc, après, il y a eu les confréries. Mais les confréries, normalement, convergent vers le même but, qui est un Dieu unique, le suivi des enseignements du prophète et l'action de bien. Et Serigne Touba, c'est la deuxième référence, parce que je vous ai parlé du prophète paix et salut sur lui. Serigne Touba a dit que quand deux croyants, il a dit deux croyants, qui disent qu'ils croient. Donc je tends la main d'ailleurs à mon vis-à-vis qui est en face de moi, parce que je parle de croyants. Il a utilisé croyants. Se disent nous sommes croyants, nous discutons d'un sujet, on utilise tous les arguments, à la fin on dit qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire que l'un des deux n'est pas sincère dans sa croyance. C'est pour vous dire que si on applique les enseignements prophétiques, les enseignements de Serigne Touba, les enseignements de l'Haj Malik Sy, les enseignements de Cheikh Abdou Qadir Djailani, de tous les chefs religieux, les enseignements également des livres bibliques, comme l'a dit mon ami et frère M. Sonko, on ne peut qu'être d'accord quand on est croyant et accepter sur des sujets majeurs de privilégier le consensus. C'est parce que celui qui préfère cultiver une différence, pour moi, il cesse d'être un religieux pour être un politicien. Je dis bien les mots parce que moi-même, je connais bien les sources pour être issu d'une famille versée dans ces sciences-là. Donc, quand deux personnalités se rencontrent, la seule chose qui vaille, qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce qui est bien. Il n'y a pas de place pour faire autre chose. Donc, quand on ajoute autre chose, le fait de massifier des groupes, le fait de cultiver des différences pour en tirer profit, à mon avis, vous n'êtes plus ce que vous devez être, et donc vous cessez d'être un homme religieux. Encore une fois, vous êtes devenu un homme politique avec une stratégie. Et pour moi, un homme religieux ne doit pas faire de calcul. Son seul calcul, c'est qu'est-ce que dit le texte, qu'est-ce qui est bien. C'est ces deux, en tout cas ferments, qui doivent le guider. D'ailleurs, quand le prophète Mohammed quittait ce bas monde, dans son dernier discours, qu'on appelle le discours d'adieu, qu'il a prononcé lors d'une khutba, il a dit que je quitte ce monde, ou en tout cas je vous laisse avec deux instruments. Si vous les utilisez, vous serez toujours bien guidé. Le premier, c'est le Coran, et le Coran ne fait que cultiver le consensus et l'action de bien. Il y a même un verset du Coran qui dit « Wala tansawul fatla baynakum », c'est-à-dire n'oubliez pas de vous faire du bien. Également, un autre verset dit que si vous avez quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, retournez aux sources. Donc il n'y a que les sources qui peuvent faire que les gens persistent à avoir des différences. Mais si c'est simplement des stratégies pour massifier son groupe, ou pour compter, ou pour plaire, à mon avis, en tout cas moi-même personnellement, celui qui use de ces stratégies ne me verra pas. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar
l'a bien compris, c'était un soufi accompli. C'est pourquoi lui-même, quand il est venu, il a manifesté ce désir de réunifier tout le monde. Parce que le but est le même. Le but est le même. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est d'entrer au paradis demain, c'est de plaire à Dieu et c'est de servir les populations. Ce n'est pas autre chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Bruno, on voit que les deux confréries quand même ont beaucoup de personnes qui sont adeptes de ces confréries. Est-ce que cette énergie, elle peut être utilisée dans le cadre du développement du pays? Oui, forcément. Je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal de synergies, pas mal de passerelles. Et comme je dirais avant tout, les gens sont tous musulmans. Donc, a priori, il n'y a pas d'antagonisme fort. Simplement, atteindre maintenant le développement, là, on entre dans une autre dimension. Les choses, peut-être, ne sont pas aussi simples que cela. Et je pense qu'il faut de bons leaders religieux, de bons leaders politiques, une société bien éduquée, tout un ensemble de choses qui font que nous pourrons obtenir le développement. À mon avis, maintenant, est-ce qu'on y va? Là, c'est une autre question. Est-ce qu'on y va? Pour le moment, c'est difficile de répondre à cela. Aller au développement ici en Afrique, c'est possible. J'ai toujours pensé que peut-être que c'est un manque de volonté politique. Il y a un environnement interne difficile, mais il y a aussi un environnement externe qui est extrêmement hostile pour l'Afrique. Parce que je suis toujours convaincu que nous n'avons pas de liberté sur le plan économique. Et si nous essayons de arracher cette liberté, peut-être que les pays occidentaux sont capables de nous faire la guerre. Donc nous avons toutes les ressources, nous avons beaucoup de richesses, mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à commercer entre nous. Parce que tout simplement, l'Afrique doit faire face à un environnement international extrêmement hostile. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais dans un premier temps, nous avons eu des leaders qui avaient je donne l'exemple de Thomas Sankara, pas mal de gens qui avaient cette volonté, mais malheureusement, cela n'a pas prospéré. Ça demande un ensemble d'éléments, de facteurs qui pour l'instant ne sont pas réunis, à mon avis. Moubaraglo, avec ces personnes qui sont dans les confréries un peu partout au Sénégal, ces jeunes l'engouement que l'on voit, qui à la limite, quand on nous donne des ndigles, entre guillemets, ils y vont. Mais est-ce que cette capacité de mobilisation est utilisée à bon escient pour créer de la richesse, de l'emploi, faire avancer un peu économiquement le Sénégal? Oui, d'abord, je dirais que la scène religieuse est relativement différente de la scène politique. La scène religieuse, la marge de manœuvre est faible, parce que les textes sont complets. Quand je dis complet, votre degré d'interprétation est faible, parce que vous avez le Coran qui est très clair, très explicite. Vous avez des enseignements prophétiques qui sont très explicites, ou les enseignements des prophètes, parce que nous avons la diversité religieuse au Sénégal. Mais si vous regardez la Bible, le Coran, c'est les mêmes enseignements, c'est le bien. Et donc la marge de manœuvre est faible. Celui qui agit, il agit selon son propre désir. Mais les choses sont claires. Le bien est clair, le mal est clair. Maintenant, s'il choisit de faire, il fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas dire que ce n'est pas clair. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète qui dit ça, qui dit que le bien est clair, le mal est clair, et donc maintenant chacun peut choisir ce qu'il fait. Maintenant, la sphère politique, il faut comprendre que les partis, leur raison d'être, c'est d'acquérir le pouvoir. Ce qui fait que il n'y a pas, disons, de textes qui disent, ça peut être la Constitution qui donne des orientations, mais vous n'avez pas un texte qui dise que chacun doit se comporter de cette façon. Sinon, on vous sanctionne. Non, je parle de capacité de la confrérie pour mobiliser les gens pour travailler. Oui, je vais y venir. C'est que je voulais réagir sur votre discussion de tout à l'heure. Donc, dans la sphère politique, c'est pour dire que le contexte est différent. Malgré tout, la politique, ce n'est pas non plus une jungle. Je pense que quand on accepte de faire de la politique, c'est pour servir. C'est pour servir la République. Donc, vous devez mettre en avant le service public et l'intérêt national et l'intérêt général. Ça veut dire que vous ne devez pas mettre toutes les stratégies pour arriver à vos fins. Parce que là, ça veut dire que vous ne pensez plus au peuple, c'est votre personne qui vous intéresse. Et ça n'intéresse pas les Sénégalais. Les Sénégalais, ce qui les intéresse, c'est de mettre à la tête des pays, et les Africains, les citoyens du monde en général, des leaders capables de les servir et capables de servir l'intérêt général. Ça veut dire qu'il doit être possible, dans cette compétition saine entre les partis pour prendre le pouvoir,
d'avoir ce que j'ai appelé d'ailleurs dans un article que j'avais écrit du temps d'Abdoulaye Wade, une majorité d'idées, qui fait que même dans des périodes difficiles, il y a un socle fondamental qui fait que personne n'ose franchir le Rubicon. C'est-à-dire la préservation de l'unité nationale, le développement national. Ça doit être des valeurs fortes que, quelles que soient vos ambitions, vous n'allez pas remettre en cause. Même si vous prenez le pouvoir, vous trouvez des actions bonnes faites par vos prédécesseurs, vous allez les maintenir, les consolider. Vous n'allez pas aussi, juste pour pouvoir arriver à vos fins, encourager la désintégration de la nation ou jouer sur des sensibilités, soit religieuses ou ethniques ou régionalistes. Vous allez avoir ce qu'on appelle un comportement républicain et responsable. Le troisième élément, c'est est-ce qu'il est possible de transférer et de faire un bon usage, disons, de l'adhésion des Sénégalais à des ordres religieux. Dans la Constitution, on distingue les deux. L'État, ce n'est pas les partis, ce n'est pas les ordres religieux. Malgré tout, nous sommes une nation. Il est très difficile dans une nation de séparer toutes ces composantes-là. Il y a une symbiose entre tout ça, parce que le comportement du Sénégalais, lorsqu'il est dans son ordre religieux, il peut le transférer demain dans ses relations avec l'État. Là, ça suppose deux éléments. Le premier élément, il faut que l'agenda national soit clair et partagé. Dans les pays où c'est réussi, vous avez une vision nationale très claire. Tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance régionale, ethnique ou religieuse, partagent le même agenda, qui est le développement national, et ils connaissent les priorités. Est-ce que c'est le cas au Sénégal avec le plan Sénégal émergent? Je vais y revenir. Le deuxième élément, une fois qu'il y a ce consensus, maintenant c'est les hommes, c'est les hommes religieux. Il faut qu'eux-mêmes, ils supportent cet agenda national et qu'ils poussent leurs adeptes à s'aligner sur cette stratégie nationale. Parce que l'alignement stratégique est fondamental si vous voulez faire la transformation dans un pays. Vous ne pouvez pas avoir un alignement si vous avez des différents ordres dans le pays avec différents mots d'ordre, en quelque sorte. Donc, il faut un alignement total du pays vers le même but. D'ailleurs, c'est notre devise. Un peuple, un but, une foi. Maintenant, est-ce que c'est le cas du plan Sénégal émergent? Je pense que ça demande une discussion de fond. Sur certains aspects, l'agenda est là. Il est clair, c'est d'accélérer la transformation du pays, d'accélérer la croissance économique, mais il est clair qu'il est toujours possible de faire beaucoup mieux en termes de partage de cette vision nationale, mais également en termes de mobilisation des Sénégalais. Parce que je vous donne un exemple. Moi, je suis toujours frustré et ahuri quand je vois que chaque année, vous avez des jeunes à l'université qui jettent des pierres sur des bus. Je pensais que ça, c'est dépassé. Donc, tant que vous avez des comportements comme ça, vous avez également des grèves, disons, dans l'enseignement ou dans d'autres secteurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas où se situe le problème, mais en tout cas, il y a un problème. Dans les pays qui vont en tout cas de l'avant, vous avez une stabilité sociale. Vous avez, comme en Corée d'ailleurs, quand les ouvriers faisaient la grève, ils prenaient des bandeaux qu'ils mettaient sur leur bouche. De la même manière, vous pouvez exprimer un sentiment de non-acceptation de certaines décisions, mais vous le faites d'une certaine manière. Vous n'allez jamais casser un bus parce que vous avez besoin du bus demain. Bruno, est-ce que vous avez l'impression qu'au Sénégal, justement, qu'on tire tous dans la même direction pour le pays? Je pense que c'est important que, peut-être pas tous, mais qu'une grande majorité, parce que je pense que c'est toujours bon d'avoir une petite diversité, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que l'être humain est extrêmement intelligent. De manière générale, il a parlé tout à l'heure de la Corée. Et si vous regardez la plupart des pays africains où il y a un semblant de développement, c'est vrai que tout le monde doit travailler dans la même direction. Je donnerai l'exemple du Rwanda. Il y a un pouvoir fort. La Chine, la Corée du Sud, l'ancienne présidente Park était la fille du général Park. Dans tous les cas, et c'est important qu'il y ait une grande majorité qui travaille dans la même direction. Mais ici, au Sénégal, je ne pense pas que ce soit le cas.
Il y a certainement le président Sall a des idées claires de ce qu'il veut, mais nous sommes dans un processus où, je pense, au niveau du processus décisionnel, il y a pas mal de choses qui font que les choses ne marchent pas. Vous pouvez avoir toute la volonté. Nous avons des modèles bureaucratiques, les gens ont des façons de travailler, des façons de faire, des habitudes. Il est extrêmement difficile de les changer. J'ai toujours dit qu'il fallait un peu, peut-être certaines formes de dictature éclairée. Mais au Sénégal, il y a énormément de liberté et parfois, je pense que cela a du bon, mais parfois aussi, cela constitue pas mal d'obstacles. Mais vous êtes chercheur, mais pourquoi au Sénégal aujourd'hui on n'arrive pas à être d'accord autour des questions essentielles, comme par exemple la question de la crise casamançaise, qui doit être un débat national, comme par exemple l'éducation, les questions essentielles sur lesquelles on n'est pas d'accord? Je pense que nous ne mettons pas le temps de la réflexion qu'il faut. Les gens souvent prennent des décisions précipitées, les gens cherchent le sensationnel. Il faut prendre le temps de réfléchir et de réfléchir dans la bonne direction, je pense. Donc, pour la question de la Casamance, cela fait des années que les gens en parlent. À Dakar, un peu partout, il y a une presse, je dirais, va en guerre, donc qui utilise des informations parfois qui ne sont pas maîtrisées. Mais je pense que fondamentalement, il y a un certain nombre de problèmes et il m'a été donné d'aller sur le terrain à plusieurs reprises. Même au niveau des populations à Ziguinchor, ailleurs, les gens sont fatigués. Je suis sûr que le MFDC aussi, quelque part dans la majorité, les positions au début ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, si je regarde bien, si je puis m'exprimer ainsi, il y a deux positions. Il y a l'État qui dit que c'est le territoire de la nation qui est indivisible. Le MFDC, en tout cas dans sa position au début, mène une lutte contre un colonisateur. C'est la position officielle. Donc, c'est deux projets d'unité qui sont là. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Il y a beaucoup de sensationnels. Des gens essaient de tirer la couverture. Et ce n'est pas une bonne méthode. Il faut prendre le temps de bien réfléchir, de discuter avec tout le monde, de voir. Il y a des stratégies qui ont été menées ici et là par différents présidents, notamment le président Diouf, le président Wade et Macky Sall. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à parler de paix définitive. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on brûle les étapes. Les gens font des choses ou disent des choses qui ne sont pas la réalité. Et il faudrait s'asseoir autour d'une table, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais vraiment prendre le temps de la réflexion et ensuite agir. Non, mais c'est l'un des plus vieux conflits au monde. On a vu aujourd'hui avec les FARC, la Colombie est arrivée aujourd'hui à régler cette question-là, même s'il y a une autre rébellion qui est en train de discuter en Colombie. Mais qu'au Sénégal, qu'on n'arrive pas aujourd'hui même à réunir ceux qui sont dans le maquis pour qu'ils s'entendent pour pouvoir négocier. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'estime que dans la plupart des mouvements que vous avez, type MFDC, il y a deux branches, une branche armée et une branche civile. Et normalement, la branche armée est assujettie à la branche civile. Pour le cas du MFDC, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une tare congénitale. Il y a l'aile civile et l'aile militaire qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas en tout cas à l'aile civile. Donc c'est un problème fondamental. Il y a un problème de légitimité. Il faut que d'abord, dans un premier temps, les leaders du MFDC s'assoient pour voir qui est qui représente quoi, qui représente qui. C'est une étape préalable. L'État a souvent hésité entre la répression. On le voit actuellement, les gens parlent de oui, il faut envoyer la gendarmerie et l'armée, les solutions politiques. Et jusqu'à présent, ces solutions n'ont pas prospéré. On ne peut pas raser. Tout le monde connaît un peu l'appétence de l'armée pour la méthode forte. Ce n'est pas que l'armée sénégalaise, donc c'est pas mal d'armées. Mais le temps du dialogue, je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui ont été brûlées. Et fondamentalement, cela explique les nombreuses difficultés que nous avons sur le terrain. Ensuite, aussi, ce qu'il faut, je pense, c'est une médiation. Moi, je dirais une médiation étrangère, même si je sais que le gouvernement refuse toute implication étrangère. Il y a eu la Guinée-Bissau, du moins, la Gambie au début des années 90. Je donnerai toujours l'exemple du conflit nord-irlandais. Il a fallu qu'on appelle un médiateur étranger, en l'occurrence Bill Clinton. Et le médiateur ici doit être vraiment quelqu'un de neutre. Mais aujourd'hui, on voit des messieurs Casamance depuis le début, ici et là, chacun... Mais il y a Santé Djidjo qui négocie aussi. Santé Djidjo négocie exclusivement avec le groupe de Salif Sadio. Pourquoi? Parce que je pense que Santé Djidjo a tenu compte du rapport de force. Tout le monde sait que c'est le groupe de Salif Sadio qui a causé les plus grandes pertes à l'armée sénégalaise. Et Santé Djidjo, il y a beaucoup de critiques, mais il y a aussi pas mal de bonnes choses qui sont faites. Je pense que l'État n'a pas nommé de médiateur officiel. En tout cas, je n'ai pas entendu dans la presse. L'État n'a pas désigné un médiateur officiel, mais l'État, dans une certaine mesure,
soutient le travail de Santé Judiciaire. Santé Judiciaire a le soutien des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, parce que tout simplement, on tient compte du rapport de force. À côté de cela, il y a d'autres groupes qui sont donc du côté de la Guinée-Bissau, qui parfois, on peut avoir le sentiment qu'ils ne veulent pas se laisser marginaliser, ils ne veulent pas être laissés en rade. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été dites, mais tout le monde connaît les tensions qu'il y a, les antagonismes personnels entre Salif Sadio et César Atoute, même si d'aucuns disent que César Atoute est gravement malade, mais à côté de lui, il y a pas mal de jeunes lieutenants qui sont relativement bien armés et aussi qui, je pense, qui ne suivent pas vraiment les recommandations de leur leader. Mais fondamentalement, comme je l'ai dit tantôt, la tare principale, c'est parce que le militaire n'obéit pas aux civils au sein du MFDC. Pourquoi aujourd'hui, avec cette accalmie qu'on a connue depuis 5-6 ans, quand même il y a eu une accalmie qu'on a connue dans le conflit au sud du pays, pourquoi on n'arrive pas à aller à une paix définitive? Bon, il y a ce qu'on appelle ni paix ni guerre. Ça existe dans la littérature. Mais c'est déjà bien qu'il y ait une accalmie parce que ça a permis la reprise des activités, notamment dans le domaine du tourisme, mais également les activités économiques, parce qu'il y a beaucoup d'économies. L'économie agricole était sinistrée dans certains endroits parce que les cultivateurs avaient en tout cas quitté les champs. Donc, la plupart sont revenus, même s'il y a encore des déplacés. Donc, il faut saluer cette accalmie et consolider l'accalmie. Maintenant, aller vers la paix définitive et pour qu'on puisse tourner la page. Mais vous savez, le conflit Casamance, c'est un conflit très complexe. Il est plus difficile d'ailleurs de traiter les conflits internes à des États que les conflits entre deux États. Parce qu'à la limite, là-bas, vous n'avez pas des imbrications de plusieurs phénomènes. C'est souvent, on se dispute un territoire et il y a des négociations qui peuvent se faire au niveau des agences internationales, même si c'est maritime ou si c'est terrestre. Il y a beaucoup de pays qui ont eu ces difficultés et qui ont pu trouver des solutions. Et d'ailleurs, de plus en plus, vous verrez rarement des guerres entre des États. Regardez le monde, c'est quasiment inexistant aujourd'hui. Donc tous les conflits que vous voyez au niveau mondial, c'est des conflits intra-étatiques. Si vous allez au Congo, RDC, vous allez dans d'autres pays, c'est toujours des conflits intra-étatiques. Le deuxième élément, c'est vous ne pouvez pas avoir une paix si vous n'avez pas des acteurs clairement identifiés et qui s'assoient autour d'une table. Parce que si vous ne négociez qu'avec une partie et que vous avez des gens peut-être importants qui ne sont pas sur la table, bien évidemment, même si vous avez un accord avec cette partie, l'autre partie n'est pas disons, ne va pas soutenir l'accord. Donc, il y a l'aspect politique. Et comment faire pour que on ait tous les acteurs du conflit autour d'une table pour qu'on puisse avancer. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dit que vous avez toujours certaines franges qui ne sont pas sur la table. Donc, comment faire pour les amener sur la table? Le deuxième élément, c'est sur le terrain aussi, comment faire pour avoir une unité de comportement. Parce que si vous avez des acteurs qui poussent à l'apaisement et d'autres qui ne veulent pas de la paix et qui continuent à faire des actions de maquis, là aussi, ça rend, disons, plus difficile une solution. Donc ça aussi, c'est un élément. Le troisième élément, c'est le contenu des négociations. Là aussi, en général, dans des négociations de cette nature, le contenu lui-même, c'est un élément de solution. Parce que c'est ça qui permet de sortir avec des solutions qui satisfassent toutes les parties. Parce qu'une bonne négociation, c'est une négociation où toutes les parties qui sortent sont contentes. Mais M. Sonko a fait une remarque intéressante dans le cas du conflit en Casamance, au sud du pays, que l'aile militaire ne répond pas de l'aile politique. Oui, c'est ce que je dis. Donc, est-ce que justement, cette difficulté-là, si elle n'est pas réglée, est-ce qu'on peut penser à aller vers des négociations? Parce qu'avant, il y avait une figure emblématique, c'était l'abbé Diamacoune Senghor, Sidi Badji, entre autres, qui sont décédés aujourd'hui. Il y a pratiquement sur le terrain que des militaires, que les ailes militaires. Voilà, mais bon, il faut savoir aussi qu'un État
il y a également l'élément de dissuasion et le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, un État ne peut pas non plus tout accepter. Parce que... la difficulté qu'il n'y a pas une aile politique pour chapeauter tout ça, les négociations. En général, ce sont des ailes politiques qui négocient. Je sais bien, mais je dis que ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément, c'est que s'il y a, disons, des comportements incompréhensibles et non pas dictés par des logiques de revendication, mais par des logiques... disons, en tout cas bizarre, il faudra que l'armée aussi ou l'État prenne ses responsabilités. C'est pourquoi je disais que le maintien de l'ordre, parce qu'il y a sans doute des actions qui ne sont pas forcément des actions liées à des revendications, disons, conduites par le MFDC. Ça peut être parfois même des groupes armés qui sont incontrôlés. Ça, je veux dire, vous ne pouvez pas négocier avec des groupes comme ça. Je pense que si dans des cas comme ça, ça fait partie du maintien de l'ordre. Il faut que l'État puisse faire respecter l'ordre. Bruno Sonko, beaucoup pensaient qu'avec le départ de Yahya Jammeh, qui était considéré comme étant la base arrière de beaucoup de membres de MFDC quand ils faisaient le coup, ils pouvaient se replier en Gambie. Aujourd'hui, la pacification au niveau de la Guinée-Bissau, c'était des éléments favorables pour aller vers une paix définitive. Mais avec ce qui s'est passé sur le terrain, la fois avec ces 14 morts, est-ce que vous n'avez pas l'impression que si on ne fait pas attention, le processus de paix risque d'être atteint? C'est vrai qu'avec le départ de Yahya Jammeh, il y avait une lueur d'espoir, parce que Yahya Jammeh, je pense que c'était l'aile nord qui était du côté de la Gambie et tout le reste du côté de la Guinée-Bissau. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens, vous savez, du temps de Yahya Jammeh, il y avait pas mal de jeunes de l'ethnie Diola qui étaient dans l'armée gambienne hier. Donc Yahya Jammeh avait, au sein de l'administration de la justice, il avait recruté pas mal de gens de l'ethnie Diola. Et quand le président Barrow est venu, c'est apparemment l'inverse qui s'est produit. Lors des dernières élections législatives de 2017, le président Barrow est saucé. On a vu que les saucés ont voté pour Barrow, les Diola ont voté pour le parti de Yahya Jammeh et les Peuls ont voté pour Mama Kandé. Donc, semble-t-il, l'année dernière, au mois d'août, j'étais à Bandul, j'ai mené quelques enquêtes et semble-t-il, il y a, je ne dirais pas une purge, mais il y a pas mal de gens de l'ethnie Diola qui sont partis, qui ont été remplacés par les saucés. Mais justement, est-ce que ces éléments ne peuvent pas rejoindre ceux qui sont sur le terrain au niveau de MFDC pour les renforcer, parce que c'était des militaires qui étaient beaucoup de gens disent que des gens de l'armée régulière gambienne sont allés rejoindre le MFDC. Je pense que le président Barrow n'a pas intérêt à ce que le MFDC soit renforcé, parce que cela il va de la survie même de son pouvoir. Donc le Sénégal non plus n'a pas intérêt. Et je pense que le Sénégal et la Gambie, y compris la Guinée-Bissau, doivent travailler main dans la main. Mais comme je le disais tantôt, très souvent dans ce dossier, les gens mettent en avant le sensationnel, au détriment du travail. C'est un travail de longue haleine. Il faut prendre le temps d'interroger les gens. Ne pas donner l'impression aux gens du MFDC qu'il faut juste leur aménager une porte de sortie sur le plan économique, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont morts au combat. Les gens parlent de 10 000 morts. Il y a des chiffres qui parlent de 10 000 morts. L'ONG Oxfam avait fait une étude, sans compter les gens qui sont morts avec les mines. Donc c'est important de leur aménager une porte de sortie. Mais il faut prendre le temps de bien analyser la situation et parler de manière franche. Il faut que l'État fasse respecter l'ordre, mais aussi, je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites au niveau du processus décisionnel. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision, il y a un certain nombre d'étapes, de facteurs qui doivent être pris en compte, d'ordre interne et externe, et qui ne sont pas respectés. Et au-delà de cela, les gens préfèrent mettre en avant le sensationnel. Donc, envoyer des gens, au niveau des médiations aussi. L'État doit faire le tri, véritablement, parce que tout le monde se dit médiateur. Nous avons eu des médiations ici et là, de certains groupes aujourd'hui, donc on les entend ici et là. Donc l'État doit mettre l'ordre au niveau des médiations. Mais est-ce que le fait aussi qu'il y ait une économie de guerre qui s'est créée avec cette situation-là, avec tout le trafic que ça peut apporter, il se pourrait qu'il y ait certaines personnes qui ne voudraient pas créer la paix, parce qu'on a parlé de trafic de bois, on a parlé de beaucoup de choses. Hein. Il y a même certains communiqués émanant, semble-t-il, des MFDC qui accuseraient certaines autorités locales de s'adonner à un trafic de bois qui leur rapporterait beaucoup. Vous savez, derrière tout conflit, quand vous creusez un peu, il y a un problème de contrôle de ressources. Donc, certains individus veulent avoir accès, veulent posséder les ressources et ne veulent pas que d'autres
les possèdent. Donc ils n'ont pas intérêt qu'il y ait la paix. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc maintenant, il est difficile de dire qui. Je ne veux pas porter d'accusation gratuite. Mais je pense que fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, derrière tout conflit, il y a un problème de contrôle de ressources. Le trafic du bois, les gens parlent de trafic de drogue. Aujourd'hui, 1 kilo de cocaïne coûte 4 millions. C'est énormément d'argent. C'est comme si vous prenez un sac de farine. Donc c'est énormément d'argent. On sait qu'en Guinée-Bissau, l'armée est très forte. L'armée a été très longtemps mêlée à ce trafic. Donc à tel point que le FBI des États-Unis, la DIA sont intervenus. Est-ce qu'il y a des connexions ou pas? Je ne saurais le dire. Je sais que l'armée sénégalaise est républicaine, très bien formée. Mais, comme l'a dit tantôt M. Lo, il y a peut-être des groupes armés qui sont là. Et je dis que le travail de fond, il y a beaucoup de choses à faire. Mais évitons le sensationnel. Prenons le temps de réfléchir encore une fois et de respecter le processus de décision. Mais quelles sont les choses qu'il faut faire, à votre avis? Je pense que j'ai parlé tout à l'heure d'une médiation étrangère. Je sais que le gouvernement sénégalais est fortement opposé. J'ai donné l'exemple tantôt du conflit nord-irlandais. Il a fallu la personnalité de Bill Clinton pour amener les partis à s'asseoir et à discuter. Aujourd'hui, le Sénégal ne voulait pas de la Gambie parce que nous avons eu des relations difficiles avec les Gambiens. Avec la Guinée-Bissau, c'était la même chose. Mais on peut identifier quelqu'un d'autre. Prendre une personnalité extrêmement bien connue et amener les gens, dans le même temps, faciliter l'unité du MFDC. Ça ne veut pas dire que si le MFDC est plus uni, ils seront plus forts. Mais ce qui est important, c'est que le MFDC parle d'une seule voix. Comme l'a dit tantôt M. Lo, que l'État sénégalais est un interlocuteur unique. L'État sénégalais ne doit pas, à mon avis, dicter l'agenda de cette rencontre parce qu'on peut être juge et parti. Alors jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. On dit au MFDC, vous venez aux négociations, mais au préalable, c'est de ça et de ça qu'on va parler. Donc, bon, en tant que... C'est une position parfaitement défendable parce que peut-être que les gens ne veulent pas l'éclatement du Sénégal, ça se comprend. Et je pense qu'il faut un médiateur, à mon avis, un médiateur neutre, externe, et qu'on arrête avec les histoires de monsieur ou madame Casamance, à mon avis, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Est-ce que, Moubarak-Lo, le gouvernement avait prévu beaucoup d'investissements en Casamance en parlant de défiscalisation de la zone pour permettre de relancer l'économie? Est-ce que réellement, l'argent qui était promis pour justement faire repartir cette économie-là, elle est là? Parce qu'il se peut aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent le maquis parce qu'ils sont en chômage, ils n'ont rien à faire et c'est plus facile peut-être d'aller combattre que de rester sans se nourrir. Bon, il est clair que ça fait partie des éléments que je voulais évoquer tout à l'heure. Il y a les actions de mise à niveau. Parce que, vous savez, un État, son devoir, toutes les revendications légitimes, c'est de les satisfaire. Les revendications légitimes, c'est l'équité territoriale. Le président de la République l'a utilisé dans son discours de fin d'année. Donc, si une région ou un département ou une commune peut démontrer que dans la répartition des ressources nationales qui appartient à toutes les régions, à tous les départements, à toutes les communes, cette commune, ce département ou cette région n'a pas reçu sa part digne, cette région, cette commune, ce département peut demander à être traité équitablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le bilan depuis lors? Bon, le travail a été fait. Vous savez, depuis le président Diouf, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées en Casamance. Non, je dis à la fin du mandat d'Abdou Diouf. C'est là où on a commencé. L'ANDRAC a été créé à cette époque. Le président Ouad l'a consolidé. Le président Macky Sall l'a consolidé également. Donc des actions ont été menées. Peut-être pas au rythme souhaitable, parce que le rythme d'exécution peut-être aurait pu être beaucoup plus rapide en termes de mise en œuvre sur le terrain. C'est ce type de diagnostic qu'il faut faire. Comment faire pour accélérer la mise en œuvre? Je vous donne un peu le cas de ce qui se passe au Maroc. Vous avez vu la réaction du roi dans certaines régions du nord, quand il a vu que l'exécution n'a pas été aussi rapide que souhaité, les mesures qui ont été prises, etc. Le diagnostic qui a été fait par la Cour des comptes marocaine. Sans doute qu'il faudrait au Sénégal faire ce type d'analyse. Regarder, faire un bilan depuis 20 ans, toutes les actions de mise à niveau qu'on avait prévues en Casamance, mais de le faire de manière indépendante, pas seulement les institutions chargées de ça, mais de manière indépendante, de pouvoir faire un bilan critique pour voir ce qu'il faut renforcer et ce qu'il faut améliorer. Mais surtout, voir là où il faut améliorer encore les choses. Parce que ce qui est aujourd'hui un dilemme,
la Casamance, la région naturelle de la Casamance, c'est la région la plus riche au Sénégal du point de vue du potentiel agricole et forestier. Malgré tout, les plus grands taux de pauvreté, vous allez trouver ça dans les régions de Kolda, notamment. Donc, c'est ça le paradoxe de cette belle région naturelle. Donc, comment faire pour... bien évidemment, ce qui l'explique, c'est souvent la situation de conflit. Parce que si vous avez des ressources, mais que vous êtes déplacé ou vous ne pouvez pas avoir la sécurité nécessaire pour pouvoir les exploiter, bien évidemment, vous n'allez pas avoir de richesse. Donc, comment faire pour mettre en valeur cette belle région à travers des investissements publics, à travers la promotion de l'entrepreneuriat privé, le soutien aux acteurs pour que l'emploi puisse se créer, les revenus, parce que il est clair que vous n'allez pas avoir, disons, tout le monde, mais progressivement, vous allez avoir l'écrasante majorité de la population qui va se sentir, en tout cas, à l'intérieur du Sénégal. Donc, c'est cette confiance qu'il faut bâtir sur la durée, parce que la meilleure façon de régler définitivement le conflit casamancé, c'est de bâtir la confiance, pour que ceux qui sont au sud se sentent des frères. Et dans le même pays, que ce sont des citoyens à part entière. Et aujourd'hui, vous avez une action qui va favoriser ce rapprochement, c'est le pont. On n'en parle pas au Sénégal, ce qui est bizarre, alors que c'est l'actualité en Gambie. Il est en train d'être construit. Il est en train d'être construit, il va être terminé bientôt. Donc, dans 6 mois, semble-t-il. Voilà, donc ce pont-là, le jour où il se fera, les relations seront beaucoup plus fluides. Vous allez avoir des jeunes de Louga qui pourront aller faire leur colonie de vacances en Casamance. De la même manière, des jeunes de Kolda, des jeunes de Ziguinchor vont aller à Louga ou à Khombol pour faire leurs vacances. Ce rapprochement, même socio-culturel, entre les jeunes, cette mise en valeur, cette promotion économique, cette promotion sociale, parfois même, je suis favorable personnellement pour qu'on puisse donner une prime positive pour les gens de cette région, parce qu'ils ont souffert du conflit, et donc il faut les mettre à niveau. Je pense que tout cela permettra progressivement de bâtir une paix définitive, parce qu'encore une fois, l'écrasante majorité des Casamancés sont pour l'unité nationale, parce qu'aujourd'hui, l'air est aux grands ensembles. On est en train de bâtir une CEDEAO des peuples. Et donc, on est même en train de vouloir oublier le Sénégal, de bâtir quelque chose de plus grand. On est même en train de parler des États-Unis d'Afrique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va créer des micro-États à l'intérieur de nos États, parce que ça ne sert pas les intérêts de nos États. Oui, Bruno Sonko, vous êtes sur le terrain, vous travaillez souvent. Est-ce que vous avez senti que les investissements qui ont été annoncés et demandés effectivement sont arrivés à bon port? Est-ce que les jeunes arrivent à s'en sortir, à trouver du travail? Parce que aussi, il se peut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui n'auraient pas voulu aller dans la rébellion peut-être, mais qui sont dans l'oisiveté qui fait qu'ils sont poussés vers cette rébellion. D'abord, juste une précision, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont dans le maquis, il y a de moins en moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le chômage, la pauvreté. Ils ont d'autres préoccupations. Il y a une revendication forte, pas mal d'anciens qui tiennent à l'indépendance. Mais moi, en tout cas, il m'a été donné d'interroger pas mal de jeunes, et très souvent, il y a des effets d'annonce au niveau de Dakar. Le gouvernement dit pas mal de choses, mais sur le terrain, les choses ne se passent pas comme ça. Disons la vérité. Les gens, il y a quelques années, je pense, où le président Wade avait parlé d'un ensemble de tracteurs qui devaient venir en Casamance. Les gens ne les ont jamais vus. Donc, nous la nécessité de faire un suivi sur le terrain. Il a parlé d'évaluation tout à l'heure. D'évaluation. C'est fondamental de faire un bilan. Et de contrôler l'argent qu'il a pris. De voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Bon, tant qu'on reste dans les discours et qu'on n'accepte pas d'aller sur le terrain de travailler, mais les choses, il n'y aura aucune transformation sociale. C'est mon point de vue. Et vous pensez qu'aujourd'hui, que les annonces qui ont été faites sur le plan de la vérification sur le terrain, réellement, est-ce que l'argent est arrivé ou pas? C'est difficile parce que quand il s'agit d'argent, pour moi, il est difficile de dire est-ce que c'est arrivé, mais je sais qu'il y a pas mal de réalisations. En tout cas, les jeunes ne les ont pas encore vues en Casamance. Donc, il y a des choses qui sont, peut-être que ça va se faire, ça prend du temps, mais les gens ne le voient pas sur le terrain, ce n'est pas qu'en Casamance. Et ce qu'a dit tout à l'heure M. Lo, c'est important, mais vous savez, l'État sénégal, l'État central, a du mal à maîtriser la périphérie. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'on parle d'ensembles régionaux, mais l'État central, tel qu'il est hérité de la colonisation française,
a du mal, ce n'est pas qu'en Casamance. Partout Partout. Au Sénégal. Partout au Sénégal. Donc, je pense qu'il ne faut pas distinguer, donner un statut spécial à la Casamance. Il y a toujours eu des mesures spéciales, faire comme si c'était des Sénégalais à part. Je pense qu'il faut une stratégie globale, inclusive. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que l'État contrôle l'argent qu'il a annoncé? Est-ce que réellement il est arrivé dans la poche des destinataires au lieu d'entrer dans la poche de certaines dignités qui profitent du conflit pour faire leur beurre? Oui, bon, disons qu'il faut distinguer les circuits officiels. Les circuits officiels sont retracés dans les comptes publics. C'est les budgets pour la mise en valeur de la Casamance. Et les agences qui reçoivent beaucoup d'argent. Maintenant, il y a ce qu'on peut donner à des intermédiaires. Ça, ce n'est pas les circuits officiels. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire une évaluation critique et profonde pour pouvoir tirer des leçons et voir qu'est-ce qu'il faut faire de mieux. Parce que c'est ça qui permet... Je dois même vous dire de manière personnelle, en 1998, j'étais tout jeune fonctionnaire. J'étais le secrétaire du premier CRD spécial qui s'est tenu pour bâtir un programme spécial sur la Casamance. Donc c'est une région qui me tient à cœur. Et je sais que si on persiste dans cette direction, si on fait le pont, en maintenant également le maintien de l'ordre, parce que les groupes qui ont d'autres stratégies, il faut les combattre. Ça, je suis un combattant également à cet égard. Mais si on travaille sur les revendications légitimes, la mise en valeur, la mise à niveau, je suis sûr que dans le futur, et la construction de la confiance entre les différentes parties du pays et les populations de Casamance, je suis sûr que demain, on aura une paix définitive et que ce conflit sera oublié. Point final à demi-ménage, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci à Bruno Sonko, docteur en sciences politiques. Vous étiez aussi chercheur au Code Syria. Vous êtes présentement chargé du programme de justice sociale à la Fondation Rosa Luxembourg. Moubarak Lo, ingénieur statisticien économiste, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et président de l'Institut de l'émergence. À la technique, Marie-Justine Diogo, au micro Alassane Sambodjo. Bon dimanche à tous.